Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21 sur Radio Classique, le climat va-t-il changer le capitalisme? C'est le titre de l'ouvrage collectif à paraître la semaine prochaine et que vous avez dirigé. Bonjour Jacques Mistral. Bonjour. Membre du Conseil d'analyse économique, vous dites en introduction que la réponse à cette question majeure, je vous rappelle que la COP21 se tiendra en fin d'année à Paris, la réponse à cette question donc va dépendre de la fixation d'un prix du carbone unique pour tous les agents économiques. De quoi s'agit-il? Eh bien, le problème du réchauffement climatique provient de ce que les activités économiques envoient beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Et ces émissions de gaz à effet de serre, donc qui ont des effets dramatiques sur le climat, donc qui ont un coût pour la collectivité, ces émissions sont gratuites. Un des co-auteurs, Pierre-Noël Giraud, parle à ce propos d'ailleurs de poubelle, l'atmosphère comme une poubelle gratuite pour nos émissions de CO2. Et donc, pour corriger les émissions de CO2, pour lutter donc efficacement contre le réchauffement climatique, la solution la plus rationnelle est de faire payer ces émissions de manière à ce que partout, dans tous les secteurs, dans toutes les activités, les agents économiques, les consommateurs, les industriels, etc., réduisent ces émissions. Et donc pour cela, il faut évoluer vers un mécanisme de fixation du prix du carbone. Donc que les entreprises notamment prennent en compte dans leur coût le coût de la pollution. Finalement. Exactement, le coût de ces émissions, je préfère pas employer le mot de pollution, mais de ces déchets que l'on envoie dans l'atmosphère et qui effectivement, en s'accumulant, produisent le réchauffement. Aujourd'hui, elles n'en tiennent pas du tout compte ? Alors on a un chapitre là-dessus par Jean-Michel Charpin. Les entreprises commence à en tenir compte. C'est un grand changement depuis, disons, une douzaine d'années. Tout ça, c'est un mécanisme qui prend du temps. Il a d'abord fallu que le GIEC convainque les opinions publiques, les acteurs, que c'était une réalité. Donc, les entreprises ont connu une évolution de leur attitude rapide. Et maintenant, on l'a vu récemment avec la réunion du Business Club, beaucoup d'entreprises sont décidées à agir dans cette direction. Cela dit... Notamment les groupes énergétiques, c'est un peu moins vrai de la part des autres secteurs pour l'instant. Oui. Alors, pourquoi ? Parce que les mécanismes de fixation du carbone, du prix du carbone, sont effectivement encore extrêmement primitifs. C'est une phase d'apprentissage, de tâtonnement, et par conséquent, on ne réagit pas encore dans les entreprises à ces mécanismes de décarbonisation de l'économie, comme si on savait déjà que le prix du carbone disons 2050, par exemple, allait être de 50 ou 100 $. D'où l'importance de fixer ce prix du carbone de manière unique pour tout le monde. Alors il faut que ce soit pour tout le monde, parce que si c'est pas pour tout le monde, ça créerait des distorsions de concurrence qui sont évidemment inacceptables. Et l'espèce de soutien des entreprises à cette nouvelle façon d'organiser la production s'effriterait, parce que selon le pays où l'on serait, selon le secteur dans lequel on serait, on aurait des conditions de coût qui seraient très différentes. Donc ça ne marche pas, il faut effectivement que le prix soit unique. Donc il faut que les États-Unis et la Chine, qui sont les deux plus grands pollueurs aujourd'hui, les deux plus grands émetteurs, de dioxyde de carbone, soient d'accord avec ça. Alors, vous avez raison d'introduire ces deux grands acteurs, parce que on a souvent dit que et l'un et l'autre, et les États-Unis et la Chine, étaient très réticents à l'égard de cela. Et d'ailleurs, on en a eu la preuve à l'occasion de la conférence de Copenhague, il y a quelques années, qui s'était terminée par une sorte de désastre. Alors, moi, dans le livre, on a deux chapitres sur ces questions, sur ces deux grands pays, et le sentiment que j'en tire, est très différent. C'est-à-dire que à Copenhague, effectivement, les États-Unis, la Chine, au niveau des autorités d'État, n'avaient pas pris encore la mesure du risque. Aujourd'hui, la prise de conscience est, comme pour les entreprises d'ailleurs, très différente, en particulier en Chine, où il y a eu, avec les niveaux de pollution qu'on connaît dans les grandes villes chinoises, des réactions populaires, et donc une prise en compte par les autorités d'État et du Parti communiste. Donc ces deux grands pays ont changé d'attitude et ont, à eux deux, défini déjà la façon dont ils abordaient cette négociation de Paris en fin d'année. Ils ont conclu un accord à eux deux pour formaliser les engagements qu'ils entendaient prendre pour les années et les décennies à venir. Alors, certains jugent que cet accord est à minima, que c'est très en deçà de ce qu'il faudrait pour sauver le climat, et c'est en partie vrai. C'est une histoire de verre à moitié vide, à moitié plein. Moi, je considère que c'est un très grand changement, parce que effectivement, Barack Obama, lui personnellement, arrivera à Paris en ayant un intérêt historique à repartir. C'est la fin de son deuxième mandat. Fin de son deuxième mandat. Il a été très sensible à ces questions. Il a une hostilité républicaine sans faille sur ce sujet aux États-Unis. Il a intérêt à marquer un point. Et les Chinois, pareil, parce que le problème en Chine est réellement un problème de santé publique, d'opinion publique. Donc l'Europe pourrait cesser d'être isolée
pour ne pas dire naïve, sur ces questions d'environnement, avec déjà en Europe un marché du carbone qui ne fonctionne d'ailleurs pas très bien. Alors, le marché du carbone, en effet, ne fonctionne pas très bien, mais pour des raisons qui sont compréhensibles. Ce sont des expériences que l'on fait. L'idée de créer ces mécanismes de fixation du prix du carbone à moyen et long terme est une innovation dans le domaine de l'économie pratique, qui est une innovation très grande ampleur. Donc, c'est pas étonnant que ça marche pas du premier coup, de manière comme un mécanisme d'horlogerie. Mais on a un exemple convaincant de ce que ces mécanismes peuvent marcher. C'est le protocole de Montréal en 87 qui, appliqué au gaz CFC, a permis de résoudre en quelques années, en une décennie, le problème dit de la couche d'ozone, dont vous vous souvenez peut-être. Les fameux aérosols qui détruisaient la couche d'ozone. Oui, aujourd'hui, il n'y en a plus. Ouais, voilà, c'est un problème qui a été réglé par un mécanisme comme celui qu'on évoque depuis le début en parlant d'un mécanisme de fixation du prix du carbone. Donc ces mécanismes peuvent exister. Bon, évidemment, le CO2, c'est un problème de beaucoup plus grande ampleur, c'est beaucoup plus compliqué, et donc on apprend en avançant. Et donc on apprend, à l'occasion du mauvais fonctionnement des marchés européens, on a appris pourquoi il fallait suivre la trajectoire des émissions de quotas pour pouvoir réguler le prix. Ce changement du capitalisme que pourrait générer le climat, ce serait une inflexion ou une vraie mutation historique pour vous ? C'est une vraie mutation et c'est un défi qui n'est pas encore gagné, justement, qu'on va relever dans les années qui viennent. J'espère que la COP 21 sera un moment pour marquer un pas en avant dans ces mécanismes, dans la création de ces mécanismes. Pas seulement le fonds vert, vous savez, on parle beaucoup du fonds vert pour les pays pour financer la transition énergétique dans les pays en développement. On parle beaucoup d'engagement des États pour limiter spontanément leurs émissions. Bon, tout ça est très très bien, mais il faut aussi faire un pas en avant significatif dans la création de ces mécanismes, de l'unification des marchés, des expériences de prix du carbone. Voilà. Et alors, c'est une grande mutation, en effet, comme le capitalisme en a déjà connu une entre le 19e et le 20e siècle. Au 20e siècle, le capitalisme a inventé le Fordisme, il a intégré le salariat, il a augmenté le pouvoir d'achat, il a créé l'État-providence. Le capitalisme, c'est une forme d'organisation économique et sociale qui est plus flexible qu'on le pense généralement. Et je crois qu'aujourd'hui, il est mûr pour une grande mutation pour le 21e siècle. Le capitalisme a intérêt à sa propre survie, finalement. C'est la leçon qu'on peut tirer de tout ça. Le climat va-t-il changer le capitalisme ? Ouvrage dirigé par Jacques Mistral, à paraître la semaine prochaine aux éditions Erol. Merci, Jacques Mistral, d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique.